5 questions à Madame Mukunji Brigitte. Mesdames, Messieurs, bonjour. Notre chaîne Kokis Afro Eco TV accueille aujourd'hui Madame Brigitte Mukunji, à qui nous souhaitons la bienvenue à notre émission Citoyenneté Afro Eco. Bonjour Madame. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, par la grâce de Dieu. Alors, on s'entend sur les cadres. L'objectif de notre émission a toujours été de promouvoir la citoyenneté active. Et pour ce faire, nous mettons en contact, en lien, les minorités afrodescendantes avec les leaders politiques, les leaders d'opinion, en vue de changer pour lutter contre l'abstentionnisme, l'ignorance et les discriminations. Deuxième objectif, réduire les clichés qui se véhiculent entre différentes communautés. Et troisième, promouvoir les valeurs et la dignité humaine. Voilà. Est-ce que ça vous va comme ça? Oui, ça me va. Très bien. Alors, vous êtes là parce que vous êtes engagé. Vous avez un engagement citoyen multiforme. Et ainsi, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous nous parler un peu de vous? Ok. Bon, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Ouais, moi, je m'appelle, comme vous venez de le dire, Madame Brigitte Mukunji et Allé. Bon, pour parler de moi, bon, je suis un spécialiste des questions de l'environnement, développement durable et de la problématique de genre. Bon, j'ai vraiment cette passion-là depuis que j'étais enfant, donc l'environnement et l'aspect humain. Bon, moi j'ai un master en études de développement. J'ai une licence en biologie, mais avant de venir ici à Genève, parce que je suis d'origine congolaise, j'ai étudié au Congo et j'ai pu travailler, j'ai eu la licence en biologie et j'ai pu travailler au ministère de l'Environnement. Je m'occupais des questions de l'agroforesterie avec les femmes. Et puis j'ai suivi aussi les questions de l'environnement, changement climatique. J'ai eu l'occasion, l'opportunité d'assister aussi au sommet de la Terre de Rio en 92. Bon, une fois à Genève, je me suis dit que je devais approfondir un peu ces questions, vu que Genève, c'est vraiment un cadre propice pour toutes ces questions. Donc l'aspect technique, parce qu'il y a pas mal d'institutions qui s'occupent des questions de l'environnement et du développement durable. J'ai intégré l'Académie internationale de l'environnement à Genève pour approfondir les questions de l'environnement et du développement. Et par après, j'ai pu étudier, j'ai fait les études de développement en me focalisant sur les 3 dimensions du développement durable, à savoir l'écologie, l'économie et le social. Donc dans le social, il y a aussi l'aspect anthropologie. Bon, à part ça, bon, j'ai eu pas mal, j'ai suivi des formations continues, j'ai eu des diplômes en écologie humaine, dans relations homme et nature à l'Université de Genève. Et je me suis spécialisée aussi en management urbain, toujours à l'Université de Genève. Et puis, comme la question des genres me tenait à cœur, j'ai tout fait pour obtenir un diplôme à l'Institut des hautes études internationales de développement, ici à Genève toujours. Et à part certaines formations continues sur la santé, l'environnement, l'écologie. Et après, donc pendant mon cursus, j'ai travaillé aussi. Donc j'ai travaillé d'abord au service de la promotion de l'égalité entre hommes et femmes ici à Genève et à l'association Transport et Environnement.
Je disais, comme c'était vraiment ce que j'aimais depuis mon pays, approfondir un peu, passer à la pratique. Mais un parcours académique très riche et qui donne aussi le sens de votre engagement aux questions du genre pour une dame d'origine africaine et qui dément effectivement les clichés qui consistent à croire ou à dire que les femmes en Afrique sont cantonnées à la cuisine. Et lorsqu'on vous entend parler, cela dément ces clichés. Et ça m'enchante de le savoir. Et on sent que vous êtes réellement une actrice engagée pour la promotion et la protection de l'environnement, le développement durable et les questions du genre. Mais pour une Africaine, le sens de l'environnement, comment vous vous êtes accroché depuis le pays? Comment vous avez senti cette charge et ces problèmes d'actualité aujourd'hui? Merci beaucoup pour votre question. Je voulais d'abord compléter un peu ce cursus-là, parce que, comme vous venez de dire, j'ai dû travailler au ministère. Je faisais aussi le suivi des questions sur l'environnement et les changements climatiques. J'ai intégré aussi la diplomatie environnementale. J'ai travaillé dans pas mal d'institutions ici, au BIT, au programme des Nations Unies pour le développement, avec le focus sur les questions des négociations sur les changements climatiques. Et là aussi, on intégrait cette dimension, parce qu'avant, on ne faisait pas allusion à cette dimension. Donc, j'ai pu travailler comme consultante, donc, en appuyant la présidence de groupe Afrique qui était tenu à l'époque par la RDC. Et par rapport vraiment à votre question, moi, quand j'étais enfant, je voyageais souvent, j'allais en vacances chez mes grands-parents. J'aimais vraiment ces contacts-là avec la nature. Avant, je disais non, j'aimerais devenir médecin pour pouvoir, quand je voyais des enfants malades, tout ça, pour pouvoir aider ces mondes-là. Bon, le parcours a fait que je tombe en biologie. En biologie, j'ai dit, bon, je vais faire l'écologie parce que pour moi, l'essence même de la santé, c'est pas seulement le fait d'aller à l'hôpital pour se faire soigner. Moi, je voyais plutôt l'inverse, que quand ton environnement, votre environnement est sain, bon, vous pouvez réduire ces contacts-là avec devenir malade et dépenser de l'argent à l'hôpital. Je me suis dit, mais en tout cas, moi, je vais m'engager sur ces terrains-là. Je voyais des enfants mal nourris. Je disais non, au Congo, les enfants ne peuvent pas, avec tout ce qu'on a comme. J'allais au village, on mangeait, il y avait tout. On pouvait pas, les enfants ne pouvaient pas mourir de faim. Alors, bon, par rapport aux femmes, aux mamans, moi je dirais, bon, elles sont pas vraiment, ce sont des clichés. Bon, ça dépend aussi des familles, parce qu'on sait qu'on donne le poids à la maman parce que c'est elle qui donne la vie. Et donc, les devoirs de la société l'obligent à protéger cette vie. Donc, on voit souvent, voyez, même ma grand-mère, ma mère, c'est elle qui était au four. Malgré que le papa travaillait, ramenait tout, mais c'est la maman qui devait s'occuper de tout. Donc, les enfants, quand on a faim, on allait plutôt vers la maman. C'est la maman qui transmet certaines valeurs, c'est la maman qui éduque, c'est la maman qui aiguillonne un peu les enfants. Oui, alors revenons à cette question de la protection de l'environnement, un thème d'actualité et qui prend suffisamment de la place aujourd'hui. Vous avez beaucoup travaillé dans des instances internationales ici. Comment percevez-vous la prise en considération de la question de l'environnement
à titre comparatif entre ici et surtout en Afrique. Comment percevez-vous cette prise de conscience en Afrique spécialement? Oui, avant de répondre directement d'abord à cette question, moi je voulais mentionner un fait que j'ai dit, j'étais petite, j'allais au village, j'étais souvent en contact avec la nature. Souvent les gens ont des préjugés, s'il faut les dire comme ça. C'est comme si l'environnement, les questions d'environnement, c'est quelque chose occidental. Non, moi je dirais non parce que depuis longtemps, d'ailleurs, moi chaque fois j'ai dit, on ne va pas me contredire, à ce que je sache, on dit souvent l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc l'humanité a pu survivre dans différentes conditions. Et puis nos ancêtres, donc j'ai parlé avec mes grands-parents, tout ça, nos ancêtres avaient une connaissance de l'écologie. Comme anecdote, il y a mon grand-père qui me disait souvent, les dimanches, il ne faut pas entrer dans la forêt. On disait, mais pourquoi on ne peut pas entrer dans la forêt? Il nous disait non, parce que selon nos ancêtres, la nature devait se restaurer aussi, se reposer. Parce qu'on va dans la forêt pour chasser, c'est pour tuer. Alors il disait non, les dimanches c'est interdit. Et même si on allait les autres jours, c'était vraiment, il y avait des interdits. Au niveau sociétal, on disait non, il ne faut pas tuer un animal en gestation. Donc une femelle qui attend famille, s'il faut le dire, et ne pas tuer les petits. Donc il faut préserver les générations futures parce que c'est leur production aussi pour nous aussi. Et puis pour les bois, les forêts, il y avait aussi des boisements. Par exemple, pour les gens qui connaissent la RDC, dans le Bas-Congo, il y a des boisements qu'on appelle des kunku. Donc là, on nous disait aussi qu'il ne faut pas entrer là, il ne faut pas couper les arbres, parce que c'est vraiment l'habitat des esprits. Et aussi, mon grand-père m'avait aussi montré un boisement qu'on appelait Bilanga Biaba, c'est Lingala et un peu de Kimongo. Moi, je dis, mais pourquoi? Il dit là, ce sont les esprits, l'endroit pour les esprits. Alors, il ne faut pas les déranger, couper les arbres. Alors, pour moi, j'ai dit, mais c'est bizarre. Donc, pour eux, ils croient, même jusqu'aujourd'hui, à la cohabitation entre les vivants qu'on voit physiquement et les esprits. Ils parlaient des génies. Et eux aussi, ils disaient, non, la nature, c'est la nature mère. Donc, je prends le concept des Gaël qui dit la mère naturelle. Donc, tous les éléments de la nature ont été créés par un esprit puissant. Alors, il faut les préserver. Pour moi, je disais, non, c'est une façon aussi de préserver l'environnement. Et actuellement, surtout par rapport, depuis Rio, même bien avant, il y a eu ces problèmes, cette problématique-là des gaz à effet de serre. Ça a commencé en Occident. Parce que, je dirais, l'Afrique peut-être a une chance ou pas, je ne sais pas, vraiment me lancer sur ce terrain, de pouvoir préserver son environnement, parce que l'Occident a puisé dans son environnement et maintenant nous voyons les conséquences. Et dans cette problématique des changements climatiques, au niveau africain, il y a beaucoup d'Africains ou même beaucoup de pays au niveau des négociations qui disent que l'Afrique, normalement, si on voit aussi les statistiques, les données, l'Afrique ne contribue pas vraiment ou n'a pas jusque-là contribué aux effets néfastes des émissions de gaz à effet de serre, parce que son pourcentage d'émissions tourne aux alentours de 4%. Donc c'est vraiment insignifiant. Alors pour eux, ils disent nous avons d'autres soucis. Mais malheureusement, malgré cette bonne foi et de dire nous avons conservé, nous subissons, l'Afrique subit les impacts négatifs des changements climatiques. L'Afrique subit les impacts négatifs et tout Africain qui a un peu connu son pays d'origine, on le sait, l'industrie d'exploitation
des arbres a été quelque chose de très florissant. Et cette industrie était plutôt destinée à l'exportation vers l'Europe. On coupait les grands arbres, tout type d'arbres. Et aujourd'hui, on parle de reboisement, de réimplanter pour préserver cette richesse-là. Mais dans cette logique-là, compte tenu des contextes socio-économiques, comment s'est construit les mécanismes de compensation par rapport à cette perte énorme que l'Afrique a connue à travers le déboisement économique et l'exportation et la situation criante d'aujourd'hui qui fait que malgré cela, c'est le monde entier qui en pâtit, y compris l'Afrique. Oui, merci pour cette question. C'est vraiment le nœud du problème dans les négociations. Parce que l'Afrique n'a pas contribué, du moins les pays en voie de développement, donc une grande partie des pays africains, donc des PMA aussi, les pays les moins avancés, se trouvent en Afrique. Et comme par hasard, l'Afrique aussi a besoin de se développer en puisant dans son environnement. Donc les éléments, les ressources naturelles. D'où il y a ces problèmes de déboisement, de déforestation, pour vendre, pas seulement pour vendre, pour subvenir aussi aux besoins. J'ai eu l'opportunité de suivre les programmes des Nations Unies sur la réduction des émissions dues à la déforestation, REDD+, que beaucoup de pays africains, même dans le monde, des pays en voie de développement surtout, se focalisent pour lutter contre ces fléaux. Mais chaque fois, moi, j'ai dit, si on interdit aux gens de couper les bois, on doit d'abord se poser des questions. Pourquoi ces gens coupent les bois? Répondre à leurs besoins. Parce que le développement durable en soi, les 3 dimensions, ce n'est pas seulement la conservation. Parce qu'on parle de la conservation, on ne touche à rien, vous conservez la nature. Non, mais c'est vraiment tenir compte des besoins aussi de la population. Parce que l'homme fait partie de la nature depuis nos ancêtres. L'homme n'est pas en dehors de la nature. L'homme a des mécanismes aussi pour compenser. Mais ce que nous voyons maintenant, surtout dans les négociations par rapport aux compensations, les exploitants forestiers, je prends par exemple beaucoup d'exploitants en Afrique, surtout en RDC, ils ont des permis pour couper les arbres. Ils exportent des grumes. Alors des grumes, pas des bois taillés, non. Donc on coupe un arbre dans la forêt. Ça crée aussi un chemin pour les paysans d'aller. Mais après, on va dire incriminer les paysans. Bon, bien sûr, ils sont là pour leur survie aussi. Moi, je dirais, ces exploitants, au lieu de faire sortir des grumes comme ça, et les amener dans beaucoup de pays développés, ils doivent d'abord commencer le premier travail, le premier traitement au niveau des pays, au niveau local. Par exemple, tailler un peu ces grumes et exporter des bois, transformer d'abord, oui, pour créer les emplois, oui, en matière commerciale. Et puis, par rapport à la question des compensations, parce que c'est ce qui prévaut maintenant au niveau des négociations. Ils ont vu que dans l'atténuation, parce que dans le changement climatique, les négociations, il y a deux grands volets. Il y a l'atténuation et l'adaptation. Alors, depuis longtemps, quand on leur avait dit, il y a eu des sonnettes des scientifiques pour dire attention à ces développements. Depuis longtemps, ils ont prôné pour l'atténuation, c'est-à-dire réduire les causes, c'est-à-dire les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais les autres, donc les pays en développement, y compris l'Afrique, subissaient les conséquences. Les Africains ont dit non, on doit aussi mettre l'accent sur l'adaptation. C'est-à-dire, ça fait un moment, parce que la COP, bientôt, ça sera la COP 26. Ça a commencé COP 1, 2, 3, 4.
Maintenant, 26e, ça montre plus ou moins l'échec de l'atténuation. Parce que le GIEC, personne n'ignore que le GIEC a publié son 6e rapport qui dit qu'il faut faire attention. C'est vraiment la carte rouge du GIEC pour dire attention, nous avons atteint les non-retours, ouais, le seuil. Mais quand le GIEC dit ça, ceux qui ont commencé depuis le premier rapport, ils ont dit, bon, nous avons pollué, mais on voit que si les autres suivent le même modèle, alors ça sera l'enfer. Alors, avec le GIEC préconise qu'on arrête dans l'immédiat les émissions. Et les pays en développement disent non, nous devons nous développer, en même temps nous adapter malgré le changement climatique. Donc avec la résilience, beaucoup de choses. Donc ils vont continuer à exploiter. Donc vous avez fait un lien entre la protection de l'environnement avec le besoin du développement. Deux concepts antagonistes pratiquement, mais alors qu'ils doivent être complémentaires. Vos préoccupations que vous présentez fait que il y a 2 semaines, vous avez participé au festival Alternatiba avec l'association CBCAS. Pourriez-vous nous parler un peu de cette association qui incarne aussi votre engagement? Ok, merci beaucoup. En tout cas, je remercie aussi les organisateurs du festival, 7e festival Alternatiba. J'ai eu l'occasion l'année passée d'assister, mais en tant que citoyenne. Mais intérieurement, je disais, mon Dieu, comment faire pour participer à ça? Et comme j'évolue maintenant au sein de CBSA, donc c'est Center, en anglais Center for Bioresource Sustainability in Africa. Donc c'est une association qui a pour mission vraiment de préserver les ressources naturelles de façon raisonnable en tenant compte aux 3 dimensions de développement durable en Afrique. Et maintenant, nous sensibilisons aussi, nous faisons des actions ici. Donc pour dire que pas seulement conserver, c'est préserver. On doit tirer de façon raisonnable les ressources pour nos économies et que l'homme puisse satisfaire ses besoins de façon raisonnable. Et à travers Alternatiba, qui a cette vision-là de préserver l'environnement et de lutter surtout sur le changement climatique. Donc, Alternative essaye, même CBS, de contribuer au renforcement des mesures prises par le canton, même la Confédération, de réduire ces émissions de gaz à effet de serre, donc en prenant l'urgence climatique. Et nous avons eu l'occasion à la dernière minute de nous inscrire à ce festival. Là, nous avons présenté ce que nous faisons. Nous avons présenté surtout nos projets à travers la solidarité internationale en Afrique, en RDC, d'autres pays, Bénin, tout ça. Et ici, nous avons sensibilisé aussi les générations futures. Donc, il y a eu pas seulement la théorie, on a expliqué aux enfants surtout l'importance des arbres. Parce que beaucoup d'enfants, des fois, ils voient la pomme, ils mangent, mais ils disent, bon, comment, si on dit non, le pommier est là, mais comment c'est arrivé? À partir de la germination, il y a eu des photos, même le matériel vivant. On a fait des semis d'haricots et des plantules envoyées avec des outils ludiques. Les enfants ont apprécié d'entrer en contact avec la matière. Donc, ils ont sémé les graines, ils ont arrosé. Donc, c'était vraiment quelque chose de passer à la pratique, de montrer aux jeunes générations l'importance de l'arbre qui va plus tard, la graine qui va plus tard donner la forêt. Et parler aussi des enveloppes de viabilité, parce qu'on leur a montré la terre, l'eau,
On dit maintenant nous respirons, il y a l'air, la plante aussi respire, et puis le soleil, l'énergie. Et quand on a dit la plante respire, ben, la plante respire, oui. Et c'est pour cela, dans les changements climatiques, on parle des forêts comme puits des gaz à effet de serre, notamment les CO2. Parce qu'au niveau des cycles, bon, on apprend par la photosynthèse les rôles que joue la plante. Et nous avons présenté aussi nos activités sur les terrains à travers un CBS. Nous faisons la sensibilisation et puis l'action aussi sur les terrains dans des écoles au niveau de l'assainissement, l'hygiène des mains. Et nous avons aussi sensibilisé ici, parce que le CBS travaille en collaboration avec l'Université de Genève, l'Université de Kinshasa, même en Cuba, tout ça. On a sensibilisé les adultes sur l'importance de la lutte, la résistance ou les méfaits des antibiotiques qu'on prend n'importe comment. Donc le problème de la résistance aux antibiotiques. Alors les gens ont apprécié, et puis on a montré aussi pas mal des choses qu'on fait sur les terrains et nos projets futurs par rapport aux énergies renouvelables. Engagement citoyen s'exprime à travers plusieurs thématiques. Et là, on venait de nous démontrer par Mme Brigitte Mukunji que la protection de l'environnement conditionne notre survie et la survie de l'humanité. Et il est très important que la jeunesse prenne conscience de ces combats, car c'est leur avenir immédiat qui est hypothéqué par l'exploitation ultra-économique de notre système. Et puisqu'on se projette beaucoup vers l'avenir, je voudrais effectivement, à travers votre combat, que vous puissiez parler à notre jeunesse. Quel message voulez-vous adresser aux jeunes qui ressemblent à vous pour un engagement d'avenir et qui pensent que la vie peut aller de l'avant sans qu'on prenne en considération tous les enjeux? Quel est le message politique ou d'encouragement que vous pouvez adresser aux jeunes qui vous suivent maintenant? Merci pour cette question. Je sais qu'on arrive à la fin, mais je voulais retourner un peu pour parler de cet engagement-là, ici à Genève. Parce qu'à travers CBS, bon, j'évolue aussi en milieu associatif. Je suis membre de l'Espace Femmes International. Donc, c'est une association affiliée à la Fédération genevoise des coopérations. Et là, nous prenons aussi, nous luttons contre les inégalités faites aux femmes. Et puis, nous sommes là pour promouvoir l'autonomisation des femmes. Et moi, mon focus, c'est plus l'Afrique. Et puis, à travers CBS, toujours, bon, moi, personnellement, j'ai eu l'occasion, parce qu'on va parler de la jeunesse, bon, je suis membre du comité de pilotage d'un projet Jeunesse et Climat, donc projet SIPA, sensibilisation, information, participation et action auprès des jeunes dans Grand Genève. Donc, c'est un projet de la Haute École sociale. Et là aussi, nous sensibilisons les jeunes aux questions de l'environnement, les changements climatiques. Et pour revenir à votre question, moi je vais répondre en général d'abord, mais je prends particulièrement d'abord les jeunes africains. Vous ne me répondez pas, vous vous adressez aux jeunes. Oui, bien sûr. Oui, j'aimerais vraiment dire un mot à la jeunesse en général. En Afrique d'abord, l'Afrique a beaucoup de potentialités. Et maintenant, l'Afrique compte
beaucoup de main-d'œuvre, donc de jeunes de moins de 15 à 30, moins de 30 ans. C'est cette génération-là qui va assurer la survie. Et dans notre association, nous faisons aussi, nous réfléchissons et nous vulgarisons aussi les synergies entre l'agenda 2030 des Nations Unies et l'agenda 2060 de l'Union africaine. Parce que dans beaucoup de pays, dans beaucoup de continents, bien sûr, il y a l'agenda des Nations Unies, les gens se projettent dans l'avenir pour voir l'agenda. Ils parlent maintenant de l'agenda 2050. Mais l'Afrique, bien avant, avait déjà réfléchi en termes de l'agenda 2060. Et moi, j'ai demandé à la jeunesse africaine de s'imprégner de cet agenda, de s'approprier pour voir que on a des potentialités. Donc, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les volets qu'il faut mettre en exergue, donc c'est former pour pouvoir répondre de façon durable et contribuer au développement de leur pays. Ici, c'est pareil. Ici, je vois souvent les jeunes qui marchent. Bon, il y a souvent les vendredis, la grève pour le climat. Moi, je dirais, bon, en général, même en Afrique aussi, ailleurs, ça s'est fait. C'est bien de participer dans de telles actions, donc avoir cette sensibilité écologique. Mais c'est mieux d'avoir une conscience écologique, donc de s'intégrer dans des structures qui mettent en œuvre des actions pour lutter contre le changement climatique. Même au niveau individuel, on peut le faire. Un jeune peut décider, dire, bon, moi je vais aller par exemple à Berne ou bien à Athènes. Je privilège les trains bon, on voit des actions, mais plus passer à l'action au lieu d'attendre toujours parce que le futur leur appartient. Avoir une conscience climatique. Voilà un appel qui résonne. Merci à Madame Brigitte Mukunji d'avoir participé à cette émission. Et merci pour tous vos éclairages sur les enjeux des négociations actuelles et à venir dans le cadre de la protection de l'environnement et du développement durable. Je vous remercie tous d'avoir assisté à cette émission. Et comme d'habitude, je vous interpelle, je vous appelle à vous abonner à notre chaîne Caucus Afro Eco TV pour partager davantage le sens de l'engagement, des sujets divers sur la citoyenneté, la protection de l'environnement, car c'est votre avenir, notre avenir qui en dépend. Merci.